Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'invité de ce soir fait partie de ces hommes qui ont mené le train de la gouvernance en Côte d'Ivoire sous Laurent Gbagbo. Diplômé de l'École nationale supérieure des travaux publics de Yamoussoukro, diplômé de l'École des ponts et chaussées de Paris, il croise sur son chemin le train du FPI dont il embarque. Il a tenté aussi une aventure politique solitaire en voulant créer son propre parti, mais l'idée du nationalisme et du panafricanisme a pris le dessus. Il se définit comme l'un des promoteurs du nationalisme économique ivoirien. Avant la chute du régime Gbagbo, il occupait le portefeuille de ministre en charge de l'équipement et de l'assainissement et par ailleurs porte-parole du gouvernement. Ce soir, nous avons l'honneur de recevoir M. Awa Donmelo. Bonsoir. Bonsoir. Alors, merci pour l'honneur que vous nous faites, M. Awa Donmelo. Lorsqu'on a fini de faire cette présentation, qu'est-ce qui reste à dire de vous? Rien de plus qu'un exilé du régime Ouattara. Vous êtes en exil depuis... Depuis le 11 avril 2011, voilà. Je suis en exil à travers l'Afrique. Et à quoi ressemble le quotidien d'un ancien ministre en exil aujourd'hui? La communication permanente avec son ancien chef, Laurent Gbagbo, ou les réflexions autour de la stratégie de repli? Lorsqu'on a été membre d'une équipe dirigeante d'un pays pendant plusieurs années, je crois que la première des choses à faire, c'est de faire un repli et de mener une réflexion stratégique à partir d'un bilan bien élaboré. Et donc, du coin où nous sommes, nous essayons tout le temps de réfléchir sur notre passé pour mieux préparer notre avenir, parce que le passé, c'est toujours une bonne école pour mieux préparer l'avenir. Et lorsque on veut faire une bonne école, il faut avoir les bonnes informations. Et donc, il faut se documenter suffisamment sur le passé pour tirer toutes les leçons pour l'avenir. Être en exil d'une manière contraignante n'est pas toujours chose facile. Mais rassurez-vous, tous les Ivoiriens en exil sont fiers de réaliser cet exil, tout simplement parce que l'ambition qu'il y a derrière, à savoir la bataille pour la souveraineté de la Côte d'Ivoire et au-delà de la Côte d'Ivoire de l'Afrique, est une bataille qui mérite tous les sacrifices au quotidien de chaque Africain. Très bien. Alors, nous vous recevons au moment où l'un de vos concitoyens ou de vos camarades de lutte, Charles Blé Goudé, a été interpellé et finalement remis à la Cour pénale internationale. Alors, comment vous avez apprécié cette démarche, cette décision qui a été récemment prise par le Conseil des ministres en Côte d'Ivoire, à savoir que Charles Blé Goudé sera jugé par la Cour pénale internationale? De mon point de vue, c'est une décision qui est d'abord choquante et je dirais irresponsable. Parce que lorsqu'on a affiché à la place, au visage de tout le monde, qu'on n'enverra plus jamais un seul Ivoirien à la Cour pénale internationale, et que tous les chefs d'État africains, lors de l'un des sommets de l'Union africaine, ont dénoncé le caractère racial de la Cour pénale internationale, eh bien, il est de la responsabilité de chaque chef d'État d'honorer notre continent. C'est-à-dire de ne pas prêter le flanc pour ridiculiser un Africain. Et c'est ce que M. Ouattara a choisi de faire. Mais au-delà de ce choix, lorsque quelqu'un s'est présenté à la face de l'opinion publique nationale et internationale comme un combattant aux mains nues, face à une rébellion qui s'est organisée et qui a proclamé ouvertement à la face du monde qu'il a constitué une rébellion pour porter atteinte à l'intégrité du territoire, pour occuper pendant 8 ans la moitié du pays, accompagné de pillages généralisés. Pillages généralisés aussi bien des biens publics que des biens privés, que des vols à main armée, cela sur une grande échelle, cela s'appelle un crime de guerre, selon les termes du statut de
du statut de Rome. Alors, mais qu'est-ce qui vous gêne concrètement dans cette démarche du gouvernement en place en Côte d'Ivoire? C'est la crédibilité ou le statut de la Cour pénale internationale, ou alors l'absence de certaines personnes qui pourraient être soupçonnées d'être impliquées dans certaines actions de crimes contre l'humanité et qui appartiennent au gouvernement actuel? Ce que je dénonce, c'est qu'en Côte d'Ivoire, la communauté internationale semble jouer à l'hypocrite. Parce que tout le monde sait quels sont ceux qui ont commis les plus graves exactions en Côte d'Ivoire. Tout le monde sait que tout ce monde-là, chaque jour, se promène librement en Côte d'Ivoire, toujours avec des armes à la main. Et l'impunité dont ils bénéficient fait qu'aujourd'hui encore, les massacres continuent. Alors si ceux qui massacrent ne sont pas arrêtés, les massacres vont toujours continuer. Alors que ceux qui ont résisté les mains nues sont poursuivis, pourchassés, arrêtés et emprisonnés. C'est ça l'injustice. Et c'est ce qu'il faut d'abord dénoncer. Mais en plus, prendre un Africain, le déporter comme au temps de la colonisation, dans une cour pénale internationale qui non seulement ne sont partie prenante aucun grand pays du monde, mais sont uniquement partie prenante des pays africains, cela est un dispositif qui est fait pour traquer les Africains. Et quel type d'Africains? Les Africains noirs qui se battent pour la souveraineté de leur pays. Et cela, il faut le dénoncer. Il faut le dénoncer parce que si nous continuons dans cette logique, eh bien demain, ne disons pas que nos propres parents ont été complices du transfèrement de nos propres concitoyens à la Cour pénale internationale. Donc, pour vous, pour établir véritablement la justice, il faut aussi traduire devant ces tribunaux ou devant la Cour pénale internationale ceux qui dirigent la Côte d'Ivoire aujourd'hui? Je continue de dénoncer la Cour pénale internationale. Nous avons, en Côte d'Ivoire, nous avons fait face à une crise grave où il y a eu beaucoup de massacres. Et donc, ce que le Front populaire ivoirien, parti auquel j'appartiens, propose, c'est que pour sortir de cette crise-là, il faut utiliser ce qui a marché en Afrique, c'est-à-dire le modèle sud-africain, parce qu'il n'y a pas peuple ayant souffert de l'injustice, des massacres que le peuple sud-africain. Si aujourd'hui, par une méthode de gestion des sorties des crises, l'Afrique du Sud a pu s'en sortir et créer une nation arc-en-ciel en enterrant les douleurs de plusieurs années d'apartheid, je pense que ce modèle a été salué par tous les chefs d'État du monde entier devait pour une fois servir de référence au règlement des crises en Afrique, surtout que c'est un modèle inventé par les Africains pour les Africains. Donc nous disons que pour appliquer ce modèle, c'est simple. C'est d'abord faire sortir tous les prisonniers politiques de quelque bord qu'ils viennent et ensuite de mettre en place une logique de vérité. Parce que sans vérité, on ne peut pas régler un problème. C'est lorsqu'on connaît la vérité de ce qui s'est passé qu'on peut prendre des mesures de réparation et des mesures pour que ce qui s'est passé ne se reproduise plus. Parce que ça ne sert à rien de vivre une crise aujourd'hui et la répéter demain si nous ne savons pas exactement ce qui s'est passé. Donc cette logique de vérité va permettre d'identifier aussi bien les victimes que les bourreaux. C'est aux bourreaux de demander pardon et c'est aux victimes d'accepter. Et ceux qui ne demanderont pas pardon, et même s'ils demandent pardon et que ce n'est pas accepté par les victimes, eh bien la justice prend le relais. C'est ce qu'on appelle la justice transitionnelle, qui est équitable et juste. Mais la justice des vainqueurs telle qu'elle est pratiquée ne peut jamais sortir la Côte d'Ivoire de la crise. Ce n'est qu'une bombe à retardement. Parce que l'injustice cause toujours la déstabilisation des Mais M. Don Melo, on pourrait vous répondre que le gouvernement en place, le régime en place en Côte d'Ivoire a engagé une démarche de réconciliation qui vise justement à vous écouter, à vous ouvrir les portes du retour au pays natal. Alors, comment appréciez-vous cette idée de la réconciliation qui aujourd'hui
évidemment, qui est aujourd'hui brandi par le régime en place. Vous savez, la réconciliation est un mot. Chacun peut y mettre le contenu qu'il veut. C'est comme la démocratie, c'est comme le socialisme, c'est des concepts. Chacun y met le contenu qu'il veut par rapport à ses objectifs. Pour M. Ouattara, la réconciliation veut dire justice des vainqueurs, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul camp qui va en justice, et l'autre camp qui veut se racheter doit faire allégeance à sa personne. Non pas à la constitution de la République de Côte d'Ivoire comme dans un État moderne, mais à sa personne comme dans une monarchie au temps des royaumes en Afrique. Voilà sa conception de la réconciliation. Mais dans un monde moderne, pourquoi voulez-vous que j'aille faire allégeance à un chef d'État? Un chef d'État, il est désigné comme tel pour faire appliquer une constitution. Et cette constitution prescrit les droits et les devoirs de chaque citoyen et il a la responsabilité de les faire respecter. Et lorsque dans un pays donné, un chef d'État foule au pied la Constitution, qui est le premier bien public d'un pays, c'est pour cela qu'un président élu prête serment sur la Constitution. Rien que sur la Constitution, parce que c'est le premier bien. Et son rôle, c'est d'appliquer. Les détentions arbitraires sont condamnées par la Constitution de la République de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on veut faire de la justice, on arrête des gens sans passer devant la justice et on les met en prison, sans qu'on ne sache qui les a mis en prison, où ils sont emprisonnés, et ils n'ont aucun droit de visite, ni même droit d'assistance médicale, ni juridique. Ça, c'est condamné non seulement par la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais les statuts de Rome condamnent comme crime contre l'humanité ce genre de pratique. Conclusion, vous dites libérer les prisonniers politiques. Il faut les libérer. Et nous accepterons la main tendue. S'ils sont libérés, évidemment qu'on accepte la main tendue. Et donc, une fois qu'ils sont libérés, qu'on accepte la main tendue, il faut mettre en place la logique de vérité et de réconciliation. Réconciliation autour de la Constitution de la Côte d'Ivoire, réconciliation autour des conditions justes et transparentes pour des élections paisibles, réconciliation autour d'une administration non ethnique, non tribalisée, non partisane, et réconciliation autour d'une armée nationale, dont une milice tribaliste qui n'a aucune éducation pour appliquer le droit en Côte d'Ivoire. Mais est-ce que la coalition des Ivoiriens, dont vous êtes membre en exil aujourd'hui, est d'accord sur cette posture? Il semble bien, selon nos informations, que vous ne vous accordez pas véritablement sur la stratégie et la posture à brandir face au régime en place. Je suis militant du Front populaire ivoirien. Je ne fais qu'exprimer les positions de mon parti, positions qui sont largement partagées par l'ensemble des militants. Et pour le Front populaire ivoirien, aujourd'hui, la logique, c'est d'abord libérer les prisonniers politiques, faire revenir les exilés et mettre en place ce qu'on a appelé les États généraux pour rechercher la vérité et réconcilier les Ivoiriens autour de leur constitution et des institutions de la République et aussi autour d'une nouvelle administration. Et sur le retour des exilés, y compris, vous le dites, Laurent Gbagbo. Quand on parle de modèle sud-africain, il faut savoir que le modèle sud-africain n'a pu être mis en route que lorsque Mandela a été libéré. Si Mandela n'avait pas été libéré, même si tout le reste était libéré, il n'y allait pas du tout avoir réconciliation en Afrique du Sud. Donc lorsqu'on parle de réconciliation, la réconciliation ne peut être totale, je dis bien totale, qu'avec Laurent Gbagbo. Toute autre forme de réconciliation sans Laurent Gbagbo ne peut être que partielle. Parce que les pro-Gbagbo, c'est-à-dire l'ensemble des souverainistes en Côte d'Ivoire, dépassent largement les militants du Front populaire ivoirien et dépassent largement, je vais dire, le cadre des exilés. Donc si la réconciliation doit être totale, c'est avec Laurent Gbagbo. Sinon, ce sera partiel. Et si c'est partiel, eh bien, on rentrera toujours dans un cycle de vengeance et de haine qui va toujours empoisonner la vie politique en Côte d'Ivoire. Nous sommes responsables, prenons nos responsabilités. Allons vers une solution qui soit totale pour tout le monde. Et l'Afrique du Sud nous offre l'unique expérience parfaite et réussie en Afrique. Copions-la tout simplement. On a l'habitude de copier l'Occident, aussi bien dans ses perversions que dans ses bienfaits. Pour une fois, copions quelque chose qui vient de l'Afrique
Et je crois que ça aura une valeur beaucoup plus élevée. Et on honorera un pays, l'Afrique du Sud, on honorera un homme, Mandela, et on fera honneur à l'Afrique tout entière qui a pu sortir d'une crise aussi terrible que celle de la Côte d'Ivoire par une solution africaine et une solution pour les Africains. Ok, alors revenons en arrière, M. Don Melo, sur l'interpellation de Laurent Gbagbo et dans une certaine mesure de Charles Blé Goudé. Blé Goudé qui était au Ghana au moment de l'interpellation. Comment vous avez apprécié cette livraison, on peut le dire entre guillemets, de Charles Blé Goudé aux autorités en place? Ben, ça a été un choc. Mais vous savez, les États sont souverains et ont leur pratique et leurs secrets. Et donc, on est resté sous le choc et finalement, ce qui est arrivé, et Charles Blé Goudé s'est retrouvé à Abidjan. Dans des conditions que vous connaissez, puisque ça a été largement relayé par la presse, et dans des conditions, je dirais, de torture. Et ces conditions étaient tellement terribles que Charles Blé Goudé en est sorti amaigri. Voilà la situation. Or, il n'a pas sa place en prison. Il n'a pas sa place à la Cour pénale internationale. Il n'a sa place nulle part qu'en Côte d'Ivoire parmi les siens, en toute liberté. Et c'est de cette seule façon que nous pouvons réconcilier l'ensemble des Ivoiriens. Tant qu'il restera un seul prisonnier politique en Côte d'Ivoire. Et de surcroît, ceux qui ont pris une part des responsabilités face à l'agression internationale qui a été organisée contre la Côte d'Ivoire, eh bien, il n'y aura pas de réconciliation totale en Côte d'Ivoire. Des individus peuvent se réconcilier dans leur maison, dans leur quartier, mais la Côte d'Ivoire, qui est aujourd'hui complètement divisée en deux camps, ceux qu'on appelle les pro-Gbagbo, qui en réalité sont des militants qui se battent pour la souveraineté de la Côte d'Ivoire, et ceux qu'on appelle les pro-Ouattara, c'est-à-dire ceux qui en réalité se battent pour le statu quo de la France-Afrique, c'est-à-dire livrer l'Afrique à la France. Voilà les deux camps qui se battent. Les Ivoiriens ont déjà fait leur choix. Mais la machine de répression est telle que, eh bien, il n'y a que, je dirais, un seul camp qui s'exprime. Or, lorsqu'on parle seul, on a l'impression qu'on a raison. Mais lorsqu'on ouvre le dialogue, eh bien, la vérité transparaît. Parce que la vérité, on dit en matière de communication, il y a deux façons de communiquer. Soit on désinforme, soit on informe. L'information, on peut prouver. La désinformation, c'est une fabrication qui ne s'appuie sur rien du tout. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire vit une désinformation au quotidien. Il est temps que l'information arrive avec des preuves. Et c'est ce travail-là que nous vous remercions d'avoir donné l'opportunité. Alors vous avez auparavant, il y a quelques instants, présenté les conditions pour accepter la main tendue du gouvernement en place en Côte d'Ivoire. Au moment où on avance vers une nouvelle échéance électorale, 2015 c'est demain, c'est pour quelques mois. Alors si ces conditions ne sont pas respectées, si ces exigences ne sont pas prises en compte par le gouvernement en place en Côte d'Ivoire, est-ce que vous serez en course pour la prochaine présidentielle? Est-ce que vous n'ouvrez pas là finalement un boulevard au régime en place? Disons que le Congrès du Front populaire ivoirien appréciera en fonction de ses objectifs et, disons, de sa stratégie. Et donc, la décision finale reviendra à l'ensemble des militants du Front populaire ivoirien qui se prononceront lors d'un congrès. Mais en tout état de cause, l'objectif qui nous anime aujourd'hui, c'est vraiment d'abord de restaurer les acquis du combat de Laurent Gbagbo et du Front populaire ivoirien. C'est-à-dire le combat pour le multipartisme qui a été mené depuis l'enfance de Laurent Gbagbo. Nous autres, on l'a rejoint un peu plus tard. Mais ce combat-là a permis à la Côte d'Ivoire d'obtenir des acquis, à savoir la liberté, à savoir l'état des droits. La liberté pour chacun, la liberté pour tous. Cette liberté-là, malheureusement, a disparu sous le régime de Ouattara. Le droit à la vie, qui est sacralisé par notre Constitution, l'article 2 de notre Constitution. Malheureusement, ce droit à la vie-là qui devait être protégé
eh bien, fait l'objet d'attaques d'une armée, d'une police et d'une gendarmerie composée essentiellement de chasseurs traditionnels qui n'ont aucune idée de la constitution ivoirienne, de repris de justice, c'est-à-dire des anciens tueurs en série qui étaient emprisonnés, qui ont été libérés lors de la conquête d'Abidjan par la rébellion Ouattara. Eh bien, ces tueurs en série-là, aujourd'hui, ont les armes à la main, et comme ils ne sont pas payés, ils se font payer sur le terrain, en tuant, en volant. Donc voilà un peu le spectacle qu'offre le contexte ivoirien. Et donc, si nous voulons aller de l'avant, il faut régler ces problèmes-là. Et aujourd'hui, sur place en Côte d'Ivoire, l'heure est au recensement de la population. Votre président national, Pascal Affi-N'Guessan, le président du FPI, a appelé à un boycott de cette idée du recensement qui a été lancée par le gouvernement. Pourquoi? Comment comprendre? Il y a un mur à parois multiples qui sépare l'administration ivoirienne, qui est aujourd'hui une administration tribalisée, un parti-État dégénéré sous sa forme tribale, c'est-à-dire ce que la formule en Côte d'Ivoire, on appelle ça la formule du rattrapage ethnique, qui consiste à vider l'administration de tout le monde, sauf ceux qui appartiennent au clan du chef de l'État. Et donc cette administration dégénérée a entre elle et la population plusieurs murs. D'abord le mur de la prison. Beaucoup de pro-Gbagbo, de ceux qui se battent pour la souveraineté en Côte d'Ivoire, sont soit en prison, soit en exil. L'autre mur qui sépare l'administration des Ivoiriens, c'est la police et la gendarmerie. Elle est composée de tueurs en série et de chasseurs traditionnels qui effraient la population puisqu'elle ne la protège. Elle confond chasse à l'homme et droit de l'homme. Et donc, dans ce contexte-là, les Ivoiriens ont peur de se présenter à cette administration-là. Et puis, la guerre en Côte d'Ivoire a duré de 2002 à 2010. Il y a eu beaucoup de personnes résidant dans la région nord et ouest de la Côte d'Ivoire qui se sont déplacées. Donc, c'est des exilés internes qui sont déplacés de leur région d'habitation vers la ville d'Abidjan et qui n'osent même pas se présenter devant une quelconque administration. On évalue à peu près à 2 millions tout ce monde-là. Alors, comment voulez-vous que derrière tous ces murs-là, on puisse recenser? Et donc, je pense que l'objectif du recensement, c'est encore faire du rattrapage ethnique dans la population. C'est-à-dire ce qui a marché dans l'administration, on veut le reproduire. C'est de montrer que c'est ce groupe-là qui est majoritaire en Côte d'Ivoire, puisque les autres, dans tous les cas, ne seront pas recensés. Et donc, en faisant du rattrapage, je dirais, démographique, on aboutira nécessairement à une relégitimation du pouvoir Ouattara par des élections, je dirais, organisées par les seuls électeurs de M. Ouattara. Donc voilà un peu la logique dans laquelle nous sommes. C'est pour ça que le Front populaire ivoirien dénonce ce recensement qui ne recensera pas tous les Ivoiriens, mais recensera un seul groupe ethnique par le phénomène du rattrapage ethnique. Et comme tous les collaborateurs de la France-Afrique qui sont nombreux à travers l'Afrique, eh bien tous ceux-là iront se faire recenser en Côte d'Ivoire et ça va donner l'impression d'une population totalement recensée, alors qu'en réalité, eh bien tous les combattants de la souveraineté eh bien, seront exclus de ce recensement-là et donc de la liste électorale. Mais au RDR, on vous répond à la fois avec deux arguments ou des arguments de double nature, l'argument politique et des arguments économiques. Sur le plan économique, on vous dit le pays amorce le train de l'émergence à l'horizon 2020, donc il faut très rapidement actualiser les données. Sur le plan politique, le dernier recensement de la population date de 1998, avec quelques 16 millions et demi d'Ivoiriens qui avaient été recensés. Mais vous avez fait avec en 2010. C'est un péché? Je dirais que tout peut se faire par consensus. Tout ce qui a été fait jusqu'en 2010 s'est fait d'une manière consensuelle. Parce qu'il y a deux façons de légitimer une action, soit par les institutions, soit d'une manière consensuelle. Donc pour que des élections soient consensuelles, il faut une liste électorale consensuelle. Or aujourd'hui, le FPI est exclu. C'est-à-dire tous les combattants de la souveraineté sont exclus. Tous les pro-Gbagbo sont exclus. Et donc les décisions sont prises par un seul camp.
ce n'est pas consensuel. Donc nous dénonçons cela. Et si ce n'est pas consensuel, eh bien, une partie va rejeter cette liste électorale. Et donc, ça ne pourra pas régler la crise. Mais lorsque vous avancez les arguments de 98, à tout moment, on peut faire des recensements, mais d'une manière consensuelle. Nous ne sommes pas contre le fait de recenser. Nous sommes contre le fait qu'on recense au moment où la plupart des Ivoiriens sont en prison ou en exil, ou ont peur de se présenter devant l'administration. Voilà ce que nous dénonçons. Il faut créer les conditions de confiance nécessaires entre l'administration et la population pour que le recensement soit juste. Nous disons aussi, et l'argument économique, c'est moirie, parce que lorsqu'on avance des taux de croissance de 8,6%, il faut aller décortiquer. La Côte d'Ivoire est un pays agricole. C'est-à-dire un pays dont toute la richesse créée est fondée sur l'agriculture, et notamment sur le cacao. Jusque-là, eh bien, le secteur agricole n'a progressé en tout et pour tout que de 0,2% du poids du PIB qu'on annonce. Et donc, pour une population qui croît de l'ordre de 3%, si la création de richesses en milieu agricole est de 0,2%, vous comprendrez que si vous faites le bilan, eh bien, ça augmente la pauvreté en milieu agricole. C'est-à-dire, la plupart des Ivoiriens deviennent pauvres en même temps qu'on annonce des croissances. La croissance est uniquement dans le secteur du BTP, bâtiment et travaux publics. Or, il ne suffit pas d'annoncer des chiffres, il faut que ces chiffres-là se traduisent sur le terrain réel. En Côte d'Ivoire, les grands projets, on les connaît, le 3e pont, qui sous Laurent Gbagbo était dimensionné à 60 milliards, aujourd'hui c'est à 180 milliards. Donc si vous multipliez par 3 que vous affichez des chiffres importants, sans que physiquement les choses ne soient concrétisées sur le terrain, vous avez une croissance surfacturée. Forcément, vous avez une croissance surfacturée. Et quand vous avez une croissance surfacturée, bien, vous annoncez des chiffres surfacturés. Si vous avez une croissance fictive, vous annoncez des chiffres fictifs. Donc, je dénonce ces chiffres-là, qui sont purement fictifs. Parce que tant que le secteur réel, c'est-à-dire l'agriculture, qui crée la richesse, l'agriculture, tout ce secteur-là n'augmente pas, eh bien, il n'y a pas de création de richesse. Or, le cacao même, qui constitue le cœur, en 2012, le cacao a chuté de près de 10%. Le secteur pétrole, le secteur gaz a chuté de près de 22%. C'est-à-dire tous les secteurs qui créent de la richesse ont chuté. Mais lorsque vous regardez en réalité, eh bien, quand on parle de chute, ce n'est pas parce que les plants de cacao ont disparu. C'est parce qu'on prend ce cacao, on le détourne au Burkina et on le vend à des prédateurs et pour se faire des bénéfices énormes. Le pétrole aussi est détourné en mer par des pirates, on les appelle des pirates. On ne sait pas qui est derrière ces pirates, dans une Côte d'Ivoire surveillée par la France, par l'ONUCI et par toutes les forces que vous connaissez. Mais il y a quand même des pirates qui détournent ces cargaisons de gaz et de pétrole. Et bien, ça fait chuter, disons, la production de gaz. Donc nous sommes dans une logique vous remettez là en cause le projet ou l'idée de l'émergence qui a été brandie par le président la Côte de la d'Ivoire République au mieux émergera dans sa sortie du 31 décembre 2013. La Côte d'Ivoire au mieux émergera dans la pauvreté et dans le surendettement. Au mieux. Au pire, eh bien, ça sera le désastre. Alors aujourd'hui, avec un peu de recul, les Camerounais, comme les Ivoiriens, comme beaucoup d'Africains, ont suivi avec beaucoup d'attention la crise en Côte d'Ivoire entre 2010 et 2011. Avec un peu de recul aujourd'hui, est-ce que vous avez pu finalement avoir les vraies causes, les vraies raisons de la chute au-delà des aspects qu'on connaît, la contestation des chiffres? Vous savez, la cause de la crise ivoirienne, il suffit de se poser une question. Elle a commencé par un coup d'État en 2002 qui a été mué en rébellion et qui a occupé la moitié nord du pays. Ça s'est achevé, ce coup d'État-là, par une guerre en 2010. Première question, qui a armé ces rebelles? Puisque la Côte d'Ivoire, ni le Burkina où l'entraînement a eu lieu, eh bien, ne fabrique des armes. Vous avez des réponses? Qui a armé les rebelles? Eh bien, allons-y, posons-nous d'abord toutes les questions. Qui a financé ces rebelles? Parce que le chef rebelle, Soro Diom, qui est un étudiant, entre nous, un étudiant non boursier, je le précise. Bon, je ne sais pas comment est-ce qu'il peut financer des achats d'armes. Qui les a entraînés? Parce que pour tirer, quand même, il faut un minimum d'entraînement.
On sait où ils ont été entraînés, par qui aussi on le sait. Donc lorsqu'on s'interroge sur qui a financé, qui a armé, qui a entraîné, qui les a transportés, les convoyés jusqu'à attaquer la Côte d'Ivoire, qui les a nourris pendant 8 ans, parce que ça coûte quand même cher d'entretenir une armée. Tous les pays savent combien ça coûte d'entretenir une armée. Et donc lorsqu'on finit de se poser toutes ces questions-là, eh bien la réponse part non seulement de M. Ouattara et de sa rébellion, en passant par le Burkina de M. Blaise Compaoré, et atterrit en France. Parce qu'une armée, une arme pour qu'elle soit diffusée au Burkina jusqu'en Côte d'Ivoire, eh bien, ça passe toujours par les accords de coopération militaire que la Côte d'Ivoire et le Burkina ont signé avec la France. Et donc, c'est par l'intermédiaire de ces accords de coopération-là que les armes transitent par le Burkina et puis arrivent en Côte d'Ivoire. Donc en termes clairs, il ne pourrait pas avoir de rébellion en Côte d'Ivoire sans l'accord de la France qui a livré ces armes-là par l'intermédiaire de ses prédateurs et de ses alliés africains. Donc pour moi, il est clair que quand on prend le financement et l'origine des armes, on identifie les complices de la rébellion en Côte d'Ivoire, avec en tête la France. Et donc, lorsqu'on arrive à une telle situation, eh bien, il est bien évident qu'on ne peut qu'aboutir à une justice des vainqueurs. Parce que condamner le pauvre Soro Guillaume et ses alliés, c'est condamner aussi la France. Est-ce que la France est prête à se présenter à la Cour pénale internationale pour se justifier devant tous ces massacres? Cour pénale internationale qu'elle n'est même pas prête à accepter, puisqu'elle n'est pas signataire du statut de Rome. Et donc, nous nous retrouvons dans une situation où on ne peut pas condamner un camp, parce que ceux qui doivent condamner sont co-auteurs indirects de la rébellion, et on s'acharne contre un seul camp, parce que ceux-là ont résisté à cette France-Afrique-là, qui s'est armé contre la Côte d'Ivoire parce qu'on ne voulait pas d'un seul homme, c'est-à-dire M. Laurent Gbagbo. Alors, en son temps, des observateurs de la scène politique ivoirienne, et qui suivaient d'ailleurs attentivement cette crise, avaient parlé de la guerre du pétrole et du cacao. Quelles en sont les évidences? Justement, quand je décrivais le processus de financement de la rébellion, en 2002, il y a un journaliste franco-canadien qui était en Côte d'Ivoire du nom de Kiffer. Il avait annoncé en 2002, je crois dans les mois de juillet, sous un pseudonyme, que la Côte d'Ivoire va faire l'objet d'une attaque de rebelles parce que un opérateur du secteur cacao-café a financé à hauteur de 30 milliards de francs CFA l'entraînement des rebelles au Burkina Faso. Cet opérateur économique, eh bien, anime une société de cacao qui a été fondée par des Français et des Américains, c'est-à-dire ceux qui ont fait la guerre du cacao contre Houphouët-Boigny en son temps. Et donc, c'est ceux-là qui ont créé une société qui est venue et qui a financé à hauteur de 30 milliards une rébellion en Côte d'Ivoire. Mieux, lorsque cette cohorte de rebelles a été déversée sur la Côte d'Ivoire, eh bien, cet opérateur a pris le soin, avant même l'attaque, par un délit d'initié évidemment, de constituer un stock de 200 000 tonnes de cacao aux États-Unis. Et donc, lorsque la guerre a éclaté et que le cacao ne pouvait plus sortir des champs, parce que la Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de cacao, eh bien, la pénurie créée par les rébellions en Côte d'Ivoire a fait augmenter les prix. Donc, les 200 000 tonnes qui avaient été stockées au préalable ont pris de la valeur. Et celui qui a financé la guerre s'est remboursé automatiquement sur la valeur prise par la pénurie artificielle qui a été créée. Donc, voilà comment est-ce que par l'utilisation de l'arme du cacao, eh bien, on finance une rébellion et on déstabilise un pays. Mais tout ceci ne pouvait pas se faire sans alliance entre cette société-là et l'État français pour pouvoir autoriser le convoi des armes en Côte d'Ivoire. Alors, à vous écouter donc, quel est le crédit que vous accordez aujourd'hui à l'action de la France sur la scène continentale? La France, on la voit
dans une espèce de médiateur et même dans une posture de soutien. Le soutien en République centrafricaine, on l'a vu au Mali, etc. Ce sont des actions crédibles à vos yeux? Oui, derrière on pourrait y voir d'autres, une espèce d'intérêt caché. Vous savez, le rapport Védrine, du nom d'un des anciens ministres français, a déclaré que l'Afrique est l'avenir de la France. Alors que pour nous, Africains dignes, la France est le passé de l'Afrique. Un passé qui a été fait d'esclavage, de colonisation et de néocolonisation. Aucun Africain n'a vu de revivre ce spectre-là. Donc pour nous, c'est notre passé. Et l'Afrique est en train de s'organiser pour assumer sa pleine souveraineté sur le plan économique, sur le plan scientifique, sur le plan technique, sur le plan monétaire, sur tous les plans. Et donc cette prise en main du développement de l'Afrique par les Africains et pour les Africains, eh bien, est en déphasage avec le fait que l'Afrique doit toujours se mettre dans l'avenir encore au service de la France. Et donc, tous les mouvements souverainistes africains, aujourd'hui, ont le choix entre résister, c'est-à-dire faire face à l'agression de la France-Afrique, ou s'aligner à la France-Afrique. Et donc, c'est la guerre contre les souverainetés. C'est pour ça que vous verrez que toutes les personnes qu'on envoie à la CPI, et généralement, c'est des gens qui sont des combattants pour la souveraineté de l'Afrique. Et donc, ces guerres nomades, que j'appelle guerres nomades, sont organisées systématiquement dans tous les pays. Ça a commencé en Côte d'Ivoire, ça continue en Libye. Eh bien, partout où on a un chef d'État qui va vouloir assumer sa souveraineté, eh bien, va rencontrer une rébellion ou un coup d'État, et la France va venir en pompier et s'imposer avec son armée pour recoloniser la Côte d'Ivoire. Donc, de ma lecture, nous sommes dans une logique de recolonisation de l'Afrique pour régler les questions de l'emploi et les questions de la dette en Europe, parce que c'est leurs deux maladies. Et la réponse à ces deux maladies-là, pour Védrine, se trouve en Afrique. Voilà ce qui explique le redéploiement de l'armée française en Afrique. Et donc, tous les autres éléments ne sont que des prétextes. Parce que si on veut aider l'Afrique à assurer sa défense, chaque pays africain a une armée. Au lieu d'envoyer une seconde armée, vaut mieux utiliser ces moyens-là pour renforcer les armées locales ou sous-régionales, pour que l'Afrique elle-même soit capable d'organiser sa défense. Mais lorsque l'armée nationale existe, on la dépouille de tout et on vient mettre l'armée française. Pour quelle raison? Mais tout simplement parce qu'on a un agenda caché. On l'a vu en Côte d'Ivoire. Alors que les moyens qui sont déployés pour amener l'armée française peuvent être mis au service des armées africaines. Eh bien, c'est cette logique-là qui peut vraiment démontrer que la France est dans une logique de renforcement de la défense africaine. Or là, elle vient se mettre à côté d'une armée nationale qu'elle prend le soin de désarmer et redéploie tout son dispositif sur l'ensemble du continent. Ça s'appelle de la recolonisation. Parce que même la France, après la Seconde Guerre mondiale, a refusé que l'armée américaine continue de siéger sur son sol. Pourquoi? Parce qu'elle était consciente du danger face à la souveraineté française. Elle s'est retirée de l'OTAN pour organiser sa force de dissuasion et s'imposer à l'Afrique. Pourquoi elle n'a pas accepté la présence de l'armée américaine en France? Et pourquoi elle veut que ce qu'elle a refusé aux États-Unis, eh bien nous l'acceptons vis-à-vis de la France? C'est parce qu'il y a un agenda caché derrière. C'est-à-dire la reproche que la France faisait aux États-Unis, eh bien c'est cette reproche-là que nous faisons à l'armée française. Conclusion, la France est dotée d'armes nucléaires avec la technologie américaine sans que les Américains viennent implanter leurs armes nucléaires en France. C'est ce que nous demandons. Conclusion, il faut reconstruire, ce sentiment nationaliste et revoir les postures à l'égard de cette espèce de communauté internationale, entre guillemets. Il n'existe pas de communauté internationale sans l'Afrique. L'Afrique fait partie de la communauté internationale.
Donc, ne créons pas une communauté internationale sans l'Afrique. L'Afrique a besoin de renforcer son armée. Ce renforcement-là passe par deux éléments. Renforcement technique, ce que la France, au lieu d'envoyer sa technique à côté de l'armée française, peut mettre à la disposition de la France. Le renforcement financier, au lieu de garder les réserves de la France, de l'Afrique au trésor français, vaut mieux rétrocéder à l'Afrique son trésor. Et donc, avec ces moyens-là, l'Afrique est capable non seulement de renforcer son armée, mais de financer son armée. Et donc de se défendre. Voilà les deux conditions. Donc si on veut aider l'Afrique, parce que l'Afrique a aidé la France quand elle était colonisée par l'Allemagne, nous avons aidé à libérer la France. Et donc à leur tour, ils peuvent nous aider. Mais pas en se substituant à notre armée. Parce que nous, quand on allait aider la France, on ne s'est pas substitué à Charles de Gaulle. On est venu en complément de l'armée de Charles de Gaulle. Très bien. Alors, vous êtes au Cameroun, M. Awa Donmelo, vous êtes au Cameroun. Vous avez eu, j'imagine, le temps d'apprécier la scène politique au Cameroun, puisqu'on va bientôt sortir de cet entretien. Alors, quelle appréciation faites-vous du paysage politique camerounais, la question de l'alternance? Vous savez, le Cameroun a une seule force, c'est qu'elle a pu créer une conscience nationale. Ça, c'est les acquis. Le Cameroun a pu, peut-être c'est lié à son histoire, parce que l'histoire du Cameroun, ça ressemble, il y a plusieurs années en arrière, à l'histoire de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Et nous comprenons mieux pourquoi les Camerounais réagissent face à la situation ivoirienne comme si c'était leur propre cause, parce qu'ils ont déjà vécu. Or, celui qui a vu le serpent n'a pas le même comportement que celui qui n'a pas vu le serpent. Voilà. Et donc, ce sentiment national, à mon avis, est né de ce passé où les Camerounais ont eu à faire face à l'armée française, en vraie grandeur. Il y a eu des villages brûlés, des personnes tuées, des massacres organisés, et tout ceci pendant une longue période. Et des leaders charismatiques, comme Niobé, assassinés, Félix Moumié empoisonné, Wandje assassiné sur la place publique, fusillé. Donc toute cette histoire-là a marqué le Camerounais et a développé dans le Camerounais une conscience nationale. C'est le fondement de tout développement. Et la deuxième chose que le Cameroun a réussi, c'est la liberté d'expression. Cette liberté-là, parce que sans liberté d'expression, eh bien rien n'est possible. Voilà. Et donc le Cameroun a réussi à organiser ça. Et le Cameroun a la chance d'être le grenier de l'Afrique centrale. Or, ce grenier-là a un potentiel énorme lorsque vous parcourez tout le Cameroun. Et donc, je vais dire que les conditions sont réunies pour aller vers une réussite. Mais attention, à condition que ce succès-là, bien, à ce succès-là succède un successeur. Parce qu'un succès sans successeur est un échec. Vous voulez dire? Et je vais dire que aujourd'hui, sur la question de l'alternance au Cameroun. Aujourd'hui, de mon point de vue, eh bien, il faut tranquillement organiser pendant toute une bonne période une bonne succession. Voilà. Et c'est en organisant une bonne succession que le Cameroun va pouvoir s'en sortir. Et cette bonne succession devrait passer par quoi? Ça appartient aux Camerounais de les définir. Puisque les Camerounais, comme je dis, c'est un peuple souverain, un peuple qui a fait preuve de nationalisme. Les Camerounais ne seront pas trompés par des réseaux france-africains qui viendront les diviser et qui viendront les perturber. Ils sauront prendre leurs responsabilités et organiser la succession. Cela est un élément important. En Afrique de l'Ouest, prenez deux pays, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Le Sénégal a réussi sa succession. Lorsque Senghor est parti, eh bien, il a organisé avec succès sa succession. En Côte d'Ivoire, on a organisé avec échec la succession, puisque ça a bipolarisé, je vais dire, les successeurs, et le résultat, c'est ce qu'on le connaît. Donc, il est important qu'à tout succès, eh bien, s'accompagne d'un successeur ou d'une succession bien organisée. C'est vraiment tout le bonheur que je souhaite au Cameroun, pour ne pas revivre l'expérience ivoirienne. Okay. Et je les en sais capables. D'accord. Mais avant de sortir, quel est donc l'objet de votre présence au Cameroun? Chercher des alliés, un soutien? Non, je suis de passage.
Je suis en transit. Et donc, ce transit-là, je vais sous d'autres cieux. Voilà, c'est tout. Ok. Et vos jours, ils sont tranquilles au Ghana, malgré ce qui est arrivé à Blé-Goudé? Tranquille au Ghana, tranquille dans tous les pays dirigés par des Africains dignes, des Africains responsables, des Africains souverains. Dans tous ces pays-là, nous avons la quiétude. Mais dans tous les autres pays france-africains, c'est-à-dire dirigés par des Africains au service de la France, eh bien, nous ne sommes pas en sécurité. C'est pour ça mon passage au Cameroun, et je me sens au Cameroun comme je me sens dans une Côte d'Ivoire souveraine. Ok. Bien. Merci, monsieur Awa Don Melo. Il faut le rappeler, Awa Don Melo est l'ancien porte-parole du gouvernement Gbagbo en Côte d'Ivoire. Il a été ministre en charge de l'équipement et de l'assainissement. Alors, mesdames, messieurs, merci pour votre très aimable attention. Merci de rester sur cette antenne. À très bientôt.